7. L'idée raciale se rattache, dans ses significations les plus profondes et authentiques, à l'idée aristocratique. Il faut cependant bien veiller à ce que la notion de race ne s'affaiblisse pas et ne se vide pas de sa signification supérieure et traditionnelle en raison d'une généralisation. Dans l'histoire, l'idée raciale a toujours été strictement liée à l'idée aristocratique, et ce lien a constamment empêché sa matérialisation en une forme de zoologisme. Avoir de la race a toujours été plus ou moins synonyme d'aristocratie. Les qualités raciales ont toujours été les qualités supérieures. Elles s'opposaient aux qualités de l'homme vulgaire parce qu'elles étaient, dans une large mesure, essentielles, innées, liées à des significations supérieures. Pour clarifier ces significations, il est très important de distinguer divers aspects dans ce qu'est la race en général. Le premier aspect, c'est la race du corps. Le second, la race de l'âme. Le troisième, la race de l'esprit. Il y a là 3 manifestations fort distinctes d'une même essence, auxquelles correspondent des hérédités également distinctes, des lois propres, des limites données. Au premier degré, la race se reconnaît à une forme héréditaire donnée de l'aspect général du corps, alors qu'au second, elle apparaît dans un style donné de l'expérience, et au troisième, dans la forme donnée d'une tradition. Dans sa manifestation supérieure, la race se rattache à un élément suprabiologique, à des dispositions et à des forces telles qu'elles ne peuvent se réaliser et se préserver dans leur pureté que dans une élite, tandis qu'elles se dispersent fatalement dans la masse. On peut ainsi dire que la race est présente de façon diffuse dans tous les représentants d'une souche donnée, et que, à ces degrés supérieurs, elle ne se réalise cependant que dans un groupe donné, qui, à l'intérieur de cette souche donnée, apparaît simultanément comme la substance la plus adaptée à une incarnation de l'esprit aristocratique. C'est là que vit et s'affirme ce que nous appellerons la race éternelle. Le corps de cette manifestation est la tradition, et les véritables représentants de la tradition, laquelle tradition représente donc toute l'âme et le noyau métaphysique de la race biologique, c'est-à-dire la race comme esprit, sont eux-mêmes la couche olympienne de cette lignée, l'aristocratie. Tradition vient de tradere, transmettre. Sous ce rapport, il semble que le contenu de la notion n'ait pas de limite, c'est-à-dire que tout ce qui a été transmis pourrait être appelé tradition. À un point de vue supérieur, il en est cependant autrement. La tradition, en effet, implique une continuité, une identité du contenu, ce qui n'est pas concevable sans un certain dépassement de la condition humaine. On ne peut donc parler de tradition au sens supérieur que si son contenu est lié à quelque chose de métaphysique et de supranaturel. La tradition peut avoir diverses formes d'expression et de manifestation, conditionnées par diverses circonstances, parfois changeantes, parfois même apparemment contradictoires. Mais si elle n'est pas routine, transmission mécanique de coutumes, d'habitudes et d'idées qui se stratifient et deviennent de plus en plus opaques et sujettes à la déformation, eh bien, au-delà de ces formes extérieures d'expression, il doit subsister une couche plus profonde et continue, et des hommes qui soient pleinement, parfaitement conscients de cette couche. Il faut donc un ésotérisme traditionnel, dont la base traditionnelle ne saurait être que ces hommes, qui sont en même temps les représentants de l'esprit aristocratique. Au fond, on a là un conditionnement réciproque. La tradition sert de base à l'esprit aristocratique de la même façon que celle-ci sert de base à la tradition, qui exprime elle-même la race éternelle ou l'éternel racial. Dans cet ensemble, le sommet est la force la plus intérieure et la plus subtile d'une tradition, et des hommes d'une tradition forment d'une certaine façon l'élément supranational d'une nation, ou la suprarace d'une race. Il en découle une possibilité d'entente et de solidarité sous le signe de l'esprit aristocratique véritable qui a toujours existé dans le passé traditionnel chez les peuples d'origine commune, et s'est reflété aussi dans certaines coutumes familiales et raciales de l'ancienne aristocratie européenne. On sait que, dans l'élevage animal, le pur sang n'est pas toujours l'animal né de géniteurs de la même espèce, mais peut être le produit du croisement de géniteurs différents, à la seule condition qu'ils aient le même sang et la même pureté. Si le pur sang se reproduit avec un type inférieur, fût-il de la même espèce, ses qualités disparaîtront et il y aura abattardissement. C'est de l'intuition d'une loi du même genre, agissant sur un plan supérieur,
qu'a procédé le système de l'alliance supranationale des diverses dynasties et des diverses familles aristocratiques européennes. Il s'agissait là, donc, de croisements qualitatifs. Bien que ce système ait eu ses défauts, il n'en est pas moins fondé sur le reflet d'une vérité supérieure. C'est le principe de la communauté de souche, suivant la race de l'esprit. C'est l'unité et l'homogénéité qui se réalisent par le haut, non par la promiscuité, mais par les sommets de la hiérarchie, sur la base de l'élément métaphysique et éternel qui comporte, potentiellement, inséparable de la substance, des représentants qualifiés de cet esprit aristocratique véritable. 8. Le racisme contemporain peut recevoir une double interprétation absolument analogue à celle que nous avons donnée du phénomène de la concentration totalitaire, et, dans ce cas aussi, le critère, c'est l'esprit aristocratique. Il en est qui ont cru pouvoir considérer le racisme politique contemporain comme une branche de l'humanisme, au sens le plus général d'une conception du monde et de la vie fondée essentiellement sur l'homme. C'est depuis la soi-disant Renaissance que l'on tend à reporter systématiquement sur l'homme la mystique du divin. Et ce qui est singulier, c'est qu'on le fait d'autant plus que l'homme cesse d'être envisagé comme un être privilégié de la création, et qu'on l'étudie non plus par rapport à son origine et à sa destination surnaturelle, mais bien comme une espèce naturelle, et même, au bout du compte, animale parmi tant d'autres. C'est ainsi que l'anthropologie, qui était à l'origine la science de l'homme en général, dans son intégrité corporelle et spirituelle, en est arrivée à prendre une signification nouvelle. Ce n'était plus la science de l'homme comme telle, mais de l'homme comme être surnaturel, auquel on pouvait appliquer des méthodes classificatrices semblables à celles de la zoologie et de la botanique. Elle est devenue une science naturelle de l'homme. C'est en même temps qu'est entrée en jeu la tendance à diviniser l'homme. On la voit déjà à l'œuvre dans le culte déiste, illuministe et maçonnique de l'humanité, qui aboutit à la mystique bolchevique de l'homme collectivisé et du messianisme technique. Mais, selon les auteurs que nous avons mentionnés, elle apparaîtrait aussi dans des tendances très différentes, soit dans la divinisation de l'humanité comme substance d'une nation donnée, d'une souche donnée, soit précisément comme réalité biologique, sang et race. Cette interprétation, cependant, ne convient qu'à certaines formes extrémistes de racisme, qui, même si elles ont un caractère exclusivement scientifique, au sens moderne, matérialiste et positiviste, sortent du terrain scientifique pour promouvoir une mystique sui generis. Mais ce n'est pas le cas de tout le racisme. Déjà, depuis De Gobineau, l'origine essentiellement aristocratique du racisme est en effet bien apparent. Il s'est imposé dans le monde moderne en réaction au chaos de l'égalitarisme démocratique et à un climat matérialiste et anti-qualitatif, qui n'est au fond ni plus ni moins que le climat dans lequel s'est développé le scientisme lui-même, auquel, par une curieuse inversion, le racisme, sous d'autres de ses aspects, devait cependant s'inspirer dans une certaine mesure, et dans lequel il devait se chercher des alibis. Il est fort possible de discriminer et d'isoler dans le racisme la tendance supérieure que nous venons de mentionner, et d'en faire un principe de révolte contre une civilisation internationaliste, nivelée, rationaliste et plébéienne. Et même de pressentir dans le retour à l'idée de race, et surtout de race supérieure ou supra-race, la reprise d'un héritage spirituel et aristocratique que nous avons oublié ou irresponsablement dissipé. C'est pourquoi il se pourrait bien que le racisme de nature strictement humaniste et matérialiste n'apparaisse dans ses formes extrémistes qu'à la fin d'un cycle, après avoir perdu le sens de la réalité métaphysique et de l'élément divin de l'homme. Une certaine civilisation occidentale en est venue à considérer l'homme en lui-même, puis comme une simple espèce animale, et en l'envisageant au point de vue radical, à faire de la race comme réalité uniquement biologique, une mystique. Mais lorsqu'il s'agit du racisme de nature aristocratique, qui, comme nous l'avons rappelé, exerçait une influence précise sur les premiers théoriciens des races masculines, diurnes et actives, et sur le mythe historique général de la race aryenne, nordico-aryenne et ario-romaine dominatrice, il peut apparaître au contraire au début d'un nouveau cycle reconstructeur. Même s'il s'inspire dans une certaine mesure des sciences modernes pour défendre la race du corps,
Le racisme a ici la possibilité de s'en servir contre la conception matérielle, démocratique et rationaliste, qui est celle des dernières phases de la décadence occidentale. En y opposant la valeur du sang, de la tradition, de la race, et en s'employant à rétablir les différences et les hiérarchies, le racisme peut représenter une restauration et une reprise des valeurs supérieures. Du reste, ce qui conditionne cette possibilité supérieure du racisme moderne, c'est l'esprit aristocratique, et plus précisément l'union organique et profonde que nous avons déjà mentionnée entre les notions de race et de hiérarchie raciale intérieure, de tradition et d'ésotérisme traditionnel, et enfin d'élite virile et spirituelle liée à l'ancien idéal arien de la supériorité olympienne. « 9. Le rôle fondamental d'une aristocratie véritable est de donner le ton à une civilisation, non pas tant par une action directe que par une action catalytique, c'est-à-dire par une action de présence. Cette idée ne doit pourtant pas conduire à un dualisme, en laissant supposer que ceux qui ont le pouvoir politique ne devraient pas être des représentants de cette aristocratie, ne devraient pas avoir le pouvoir politique. Il faut considérer au contraire que les représentants de l'aristocratie ont aussi un rôle politique, et le préciser par de brèves considérations. Il n'est que trop de gens qui aujourd'hui pensent que la qualification politique est fondée sur un manque fondamental de principes, ou même de caractère, une malléabilité et une souplesse par rapport aux circonstances extérieures les plus contingentes, un réalisme de mauvais aloi. Nous pensons au contraire qu'on ne peut même pas parler de véritable classe dirigeante au sens politique, là où il n'y a pas de principe, de valeur spirituelle. Or, à cet égard, le rôle d'une vraie aristocratie, dans un vrai État, devrait être de donner à tous le sens d'une terre ferme, d'un centre immuable, supérieur aux vicissitudes et aux contingences, dont elle ne doit naturellement pas s'abstraire, mais auxquelles elle doit s'imposer pour les ramener à l'aide des moyens les plus adéquats dans la direction voulue. Sans quoi, on ne peut pas donner confiance à une nation. On ne peut mener aucune action éducative et formative au sens supérieur, parce que pour en arriver là, il ne suffit pas non plus d'employer des mythes, c'est-à-dire des idées qui valent, non pas pour leur contenu intrinsèque, mais bien pour leur confuse force de suggestion irrationnelle et infrarationnelle. En vertu de la participation des représentants du vrai esprit traditionnel à la classe politique dirigeante, les valeurs éthiques et spirituelles, harmonisées et bien fondées, devraient donc faire équilibre aux valeurs matérielles et sociales. C'est ainsi que ces valeurs perpétreraient tout l'homme, donneraient une orientation à toutes ses activités et rendraient possible la formation et la conservation ininterrompue de qualités de caractère et de dispositions raciales, dont la classe politique dirigeante devrait donner en premier l'exemple. Ces qualités sont la loyauté, la sincérité, le sentiment d'honneur, le courage, non seulement physique, mais aussi intellectuel et moral, la résolution. À cela devrait s'ajouter un style ascétique, une absence de vanité, une impersonnalité virile et digne, pour ainsi dire une ascèse de la puissance. Tels devraient être les effets de l'esprit aristocratique sur les dirigeants politiques. Pour donner le sens de la puissance, il est nécessaire de bien faire sentir la différence qui existe entre elle et la richesse. Le pouvoir politique, qui tendra ainsi à acquérir aussi une véritable autorité spirituelle, devra s'imposer indépendamment de tout pouvoir lié à la richesse. Pas de richesse donc, mais quelque chose de plus. Le pouvoir sur la richesse. Du reste, ceux qui ont véritablement le pouvoir en sont conscients d'en être dignes. Ceux qui sont réellement supérieurs se rendent aussi compte que toute forme artificielle est fictive d'orgueil et de vanité dont il n'a pas besoin. Elles n'ont rien à voir avec un style de vie arien, nordico-arien ou ario-romain. C'est ainsi qu'il pourra se former un nouveau groupe dirigeant anti-intellectualiste, ascétique et héroïque, en quelque sorte féodal et barbare par ses formes dures et vigoureuses, silencieux, fermé et impersonnel comme un ordre. Et c'est pourquoi il réalisera justement une forme supérieure de personnalité, non pas improvisée mais justifiée par une tradition et une race, vécue dans leurs valeurs les plus profondes et transcendantes. Les forces de cette élite ne doivent pas perdre contact avec les divers plans de la vie nationale. En ce qui concerne les différents problèmes politiques nationaux et internationaux, sa tâche sera de réaliser avec le plus de précision possible
les fins temporelles, conformément aux idées fondamentales de ces traditions et au respect de ces valeurs essentielles sur lesquelles sont fondées la dignité humaine et la notion même de personnalité. Par conséquent, ce sera aussi une œuvre de formation intérieure, semblable à celle que les agents d'une religion donnée ont menée dans les civilisations d'une autre, à la différence qu'elle rejettera tout dualisme unilatéral et destructeur. Dans le monde moderne, en effet, des tas de mythes politiques prospèrent, et on voit le mot de mystique employé à tort et à travers. Pourtant, malgré des phrases toutes faites, nous vivons dans une époque où il est difficile de donner aux hommes la raison profonde pour laquelle ils travaillent, se soumettent à toutes sortes de disciplines, procréent, souffrent, et souvent se sacrifient ou meurent en héros. Sur ce terrain, les chefs devraient fournir, par la parole, par l'exemple, par l'action, en somme, par tous les moyens, des évidences. Ils devraient montrer la voie, donner à l'homme nouveau une forme de vie et d'action anti-bourgeoise et anti-collectiviste, une signification supérieure et transcendante. Il nous faut rappeler une conception classique et aryenne que la religion prédominante en Occident a reprise et en partie altérée. Il existe deux états. L'état fort, qui est composé de forces humaines et de forces divines tout à la fois. Qua dii atque, homines continentur. Et l'état dans lequel les hommes sont liés par le destin de la naissance. Il est des êtres qui servent les deux états à la fois, d'autres uniquement le petit, d'autres encore seulement le grand, comme disait Sénèque, suivant un ancien dicton nordique, que celui qui est un chef soit un pont pour nous, c'est-à-dire un lien entre deux rives, deux mondes, parce qu'il participe des deux. Le sens originel pré-chrétien du mot de pontifex est le même, faiseur de pont. Et c'est aussi ce que veut dire le mot qui désignait dans l'ancienne tradition indo-aryenne le rôle des chefs spirituels. Cette notion reste la même pour tout groupe d'hommes qui a incarné à n'importe quel moment de l'histoire l'esprit aristocratique dans sa puissance supérieure. C'est là une fonction éthique, ascèse de la puissance, témoignage d'un type humain supérieur. C'est aussi une fonction politique, parce qu'il appartient au chef de montrer la voie, de sorte que la résistance, à tout poste de l'état temporaire, peut revêtir simultanément la signification d'une résistance sur le front de l'état intérieur et transcendant, et qu'on peut combattre dans tout ennemi extérieur l'ennemi qu'on doit vaincre en soi, et que, enfin, il peut se former entre les nations liées par un même destin une origine commune, une union dans l'honneur et la loyauté, supérieure à toute ambition particulariste, à toute volonté sauvage de puissance, et à toutes les ruses des forces secrètes de la subversion mondiale. C'est à ce dernier titre que nous considérons que la compréhension de l'esprit aristocratique est particulièrement d'actualité, n'alimente pas un conservatisme mou, mais incite à un retour à la tradition vivante, ne nourrit pas une nostalgie. D'après ces quelques considérations, on peut même en arriver à la conviction que seule une nouvelle manifestation de l'esprit aristocratique, sous une forme appropriée à notre époque, peut prévenir toutes les tendances négatives, collectivisantes et matérialistes, d'une substance encore dynamique et volcanique. Agité par les tragiques événements d'une œuvre nécessaire, de démolition toujours en cours, et en extraire d'une manière de plus en plus précise les tendances positives, les seules qui puissent présenter un redressement, une reconstruction et un réveil du plus grand héritage ario-européen.